Vamos. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à tous et à toutes, même si virtuellement, à l'IMERA, l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université, situé près du Palais Longchamp, dans le centre-ville. Je vous donne la bienvenue à la conférence de Isabelle Berreby-Hoffman au nom d'Arlib, atelier de recherche sur travail et liberté, un collectif composé de 13 membres de 30 différentes et de 8 disciplines différentes. Ce groupe, ce collectif a été créé ici à l'IMERA en 2019 et c'est un groupe de recherche, un collectif de recherche dont l'intérêt porte sur les transformations profondes du travail contemporain, sur leur effet et implication dans la sphère de liberté individuelle et collective. Ce qui nous réunit, à partir d'un certain moment, on l'a nommé Je suis en conférence. nécessaire. Je t'ai envoyé ton identifiant. Les utopies nécessaires, c'est-à-dire de gens, des êtres humains qui ont notre activité à huis clos et en partageant des lectures, des visions, en faisant des terrains, en écrivant des textes, en organisant des moments de rencontre. Et nous avons aussi une activité publique qui est composée dans la plupart des cas par de conférences, de séminaires, comme la conférence d'aujourd'hui, celle de Isabelle Berreby-Hoffman. Cette conférence ne sera pas la seule qu'on organisera cette année. Vous pouvez aller sur le site de l'IMERA à la page du cycle Travail, Liberté et Utopie aujourd'hui. Et vous verrez que dans le programme, il y a aussi une conférence d'Emmanuel Dockès qui aura lieu le 8 avril, donc dans 2 semaines. Conférence consacrée de la place que le travail occupe en Mizrachi, le pays ou la nation utopique où les êtres humains détestent le pouvoir et qui était au centre du livre qui a eu un très grand succès, Voyage en Mizrachi, qu'Emmanuel Dockès a publié. Et le 27 mai, pour l'instant c'est la dernière conférence de ce cycle, nous aurons le plaisir d'accueillir, on espère en présentiel, en étant sorti de cette émergence sanitaire, Antonio Casilli, qui sera ici à Marseille à nous parler de son dernier livre, En attendant le robot, enquête sur le travail du clic. L'invité de ce soir, je l'ai déjà dit, est Isabelle Berreby-Hoffman. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à un autre membre d'Arlib, à mon ami et collègue José Rose, pour quelques mots de présentation de notre conférencier. Encore, merci beaucoup à tous et à toutes pour être là et bonne conférence. Bonjour. Eh bien, avant de céder la parole à Isabelle Berreby-Hoffman, je voudrais dire quelques mots de présentation et expliquer les raisons pour lesquelles nous avons un grand plaisir à la recevoir ce soir. Isabelle Berreby-Hoffman est chercheuse au CNRS, membre d'un laboratoire du CNAM, le LISE, laboratoire de socio-économie au CNAM. Elle a accompli plusieurs séjours aux États-Unis qui lui ont permis à la fois d'accumuler un certain nombre de données de recherche, mais aussi de faire des interventions d'enseignement. Par ailleurs, elle est très active dans le milieu de la recherche à travers les diverses revues dont elle est membre. Voilà, alors ces centres d'intérêt, vous allez voir que c'est bien sûr de cela dont elle va parler ce soir. Ces centres d'intérêt sont, je dirais, à la fois le travail et la question de la subordination, mais aussi des formes singulières de travail dans des secteurs d'activité spécifiques, comme ceux qui relèvent du numérique, de l'intelligence artificielle. Et puis, elle a accompli un travail important sur le mouvement Makers, en abordant à travers cela la question du changement social. Elle a enfin un autre centre d'intérêt autour de la question du commun et du privé et des dynamiques de l'intime. Pour vous donner une idée de sa production, je citerai 2 ouvrages. Le premier s'intitule Makers
Excusez-moi, le premier s'intitule Makers, donc, enquête sur les laboratoires du changement social, qui est paru au Seuil en 2018, qui a été coécrit avec Michel Lallemand et Marie-Christine Bureau. Voilà. Et puis le deuxième ouvrage que je pourrais citer s'intitule Politique de l'intime, des utopies sociales d'hier au monde du travail aujourd'hui, qui est aussi un ouvrage collectif sous sa direction, qui est paru en 2016 à La Découverte. Alors, dans toutes ces réalisations de recherche, il y a de forts voisinages avec ce que nous tentons de faire depuis 3 ans dans le séminaire Art Libre. On trouve en effet dans les travaux d'Isabelle Bérébi-Hoffmann notre triptyque travail, liberté, utopie. Mais on trouve aussi cette vision duale du travail telle que nous le concevons, c'est-à-dire doublement polarisée par d'un côté autonomie, de l'autre contrainte, d'un côté émancipation, de l'autre côté aliénation. Et elle a également, comme nous, un intérêt marqué pour les transformations en cours du travail. Transformations qui portent à la fois sur les questions de hiérarchie, de subordination et de contrôle, sur les questions de créativité au travail, sur les frontières entre privé et public, sur la place du sujet dans les organisations. Donc c'est pourquoi nous l'avons invité d'abord à contribuer à l'ouvrage collectif qui va boucler une première phase de notre séminaire et paraître dans les prochains mois, et ensuite en invitant à faire cette conférence. Nos attentes correspondent à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que elle, à sa façon, à partir des travaux de recherche qu'elle a entrepris, je pense qu'elle va nous aider à éclairer justement les rapports entre travail et liberté et probablement éclairer une de nos figures de réflexion qui est la question de se libérer dans le travail. Qu'est-ce que ça veut dire se libérer dans le travail? Et puis, je pense qu'elle va aussi nous aider à analyser les dimensions utopiques de l'activité. Donc voilà, plein de raisons pour lesquelles nous l'avons conviée et nous avons évidemment très envie d'en savoir plus, donc je ne vais pas prolonger au-delà cette introduction et lui céder tout de suite la parole pour un propos de 3/4 d'heure environ, à l'issue de quoi, bien entendu, vous serez présents pour poser toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, bonne écoute. Bonjour, bonjour à toutes, vous m'entendez là je pense. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Je remercie en particulier Enrico Donaggio avec qui je suis en contact depuis quelques temps et puis José Rose pour cette présentation tout à fait amicale. Et je voulais dire à quel point je suis ravie également de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous. Il est toujours un peu magique, en fait, de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et qui ont un cheminement intellectuel qui est un peu le même pendant 3 ou 4 ans. Ce n'est pas tout à fait un hasard, je vais y arriver tout de suite, parce qu'il y a une nouvelle actualité, pas seulement dans les mondes numériques, mais dans l'ensemble des mondes du travail, de la question de la liberté et du travail libre. Et je vais aborder cette question en fait à partir de 3 piliers ou 3 points. Le premier, je viens de le citer, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle actualité avec les plateformes, avec toute une série de nouvelles formes de travail et de formes productives, de la question de la subordination et de la liberté au travail. Le second pilier sur lequel je vais essayer d'engager le débat avec vous, puisque c'est ainsi que j'ai compris l'esprit de cette conférence, c'est sur les écueils intellectuels et les difficultés qu'il y a autour des paradoxes du travail libre. Ils sont nombreux, c'est une vieille question, le travail libre, au moins depuis Marx jusqu'à l'école de Francfort. Mais aujourd'hui, suivant qui dit la liberté au travail, suivant que ce sont les dirigeants, les entreprises, les plateformes, Uber ou les individus au travail, on a des définitions qui sont compliquées à saisir. Donc, je vais vous proposer une grille, une première grille, la façon dont je traite, pour ma part, ces difficultés et ces écueils. D'accord. Ouais.
Oui, en fait, il faut éteindre son micro. Merci. Troisième pilier, c'est tout simplement, je suis directrice de recherche au CNRS et je fais des recherches sur les mondes du travail numérique et sur les alternatives aussi, les façons de travailler autrement dans le numérique depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est là-dessus que va porter le cœur de ce que je vais vous exposer maintenant, à savoir les rêves de liberté, les utopies et les expérimentations qui ont eu lieu, que j'ai pu observer dans le numérique et qui me semblent correspondre en fait à 3 ou 4 rêves différents qui évoluent très fortement aujourd'hui. Donc, voilà pour le programme. Je vais partager mon écran. Et je vous propose donc de commencer tout de suite avec ces 3 points. Revenir sur l'actualité de la question du travail libre, les écueils et distinctions, et ces 3 séquences d'histoire de la liberté rêvée au travail et d'expériences d'entreprises alternatives qui ont pris forme au cours des 30-40 dernières années. Alors, d'abord, cette actualité, de quelle actualité parle-t-on? Des débats sur le travail libre. Je vais commencer par une citation sur un thème que vous connaissez tous parce que c'est très présent aujourd'hui dans la presse et dans l'espace public, qui sont les livreurs à vélo ou les livreurs VTC. Alors, voici un témoignage. On était tous indépendants, mais on s'est aperçu petit à petit qu'on avait des directives, des sanctions. Bref, on n'était pas libre. C'est alors que j'ai compris l'arnaque. Ça prend du temps de comprendre, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la subordination et tout ça, ça prend du temps. Mais au fur et à mesure, on s'est aperçu de l'arnaque. On n'était pas libre. On était des salariés, en fait, des salariés déguisés. Alors, ce débat, je vais vous présenter 5 figures qui me semblent monopoliser, en fait, le débat et l'attention aujourd'hui, à la fois dans les milieux académiques et dans l'espace, les arènes discursives publiques et juridiques. Ces 5 figures, ce sont bien sûr, j'ai commencé par là, les indépendants, entre guillemets, des plateformes. Depuis les gig workers jusqu'aux livreurs à vélo, ce travail digital, numérique, géré par des algorithmes qui est apparu depuis 2008-2009 environ avec les entreprises de plateformes. Il y a un deuxième sujet qui monopolise aujourd'hui la question et les paradoxes autour de la question du travail libre, qui est celui de l'intelligence artificielle. Alors, vous voyez cette jeune femme sur la photo, c'est en fait une préparatrice de commandes dans un entrepôt d'Amazon. Et aujourd'hui, les préparateurs de commandes sont aussi équipés avec un casque, sont manutentionnaires, mais équipés avec un casque qui décompose les tâches et les gestes et leur explique comment charger ou aller de façon optimale pour minimiser la fatigue physique, les efforts, mais aussi optimiser la productivité. Donc, je fais référence, par exemple, à certains de mes collègues et amis du CNAM en ergonomie, Marc Mobilier-Chaumont ou Flore Barcellini, qui étudient de très près, il y a même des exosquelettes dans certains ateliers, de très près ces nouvelles façons en fait, de diviser, décomposer les gestes et de contrôler les corps. Quand on interviewe les préparateurs de commandes, ils disent qu'en fait, lorsque la division du travail ou la division des gestes est trop dictée par la machine, par l'intelligence artificielle, le travail devient insupportable parce qu'il perd son sens. Parce que l'un des jeux ou l'un des intérêts du travail, c'est de construire la palette où on va livrer les éléments de commande d'une certaine façon et d'élaborer un savoir-faire sur la construction de palette qui n'est plus possible avec la machine. Donc, seconde question de la liberté face à l'intelligence artificielle, très présent depuis 2016 dans les discours publics, mais aussi dans des rapports internationaux sur les futurs du travail et sur l'avenir du travail libre. Troisième figure, celle du travail gratuit. Donc, on connaît cette figure depuis longtemps, c'est la figure des stages gratuits notamment, ou du travail domestique, ou du travail féminin, ou de care non rémunéré. Il a une nouvelle actualité avec le digital labor, ou le travail gratuit donc sur Internet.
Là encore, des débats il y a une actualité forte avec des mouvements sociaux, des revendications. Par exemple, les pourvoyeurs de contenu sur YouTube se mobilisent aujourd'hui pour obtenir une rémunération de leur mise en ligne gratuite de contenu et s'organisent sous forme d'actions collectives pour un partage de la valeur qui est récoltée par la plateforme. Enfin, deux dernières figures dont on a beaucoup parlé, la révolte des premiers de la classe. Là, on passe au cadre, finalement, qui bifurque, où à des moments différents de la vie, ça peut être suite à des maladies, des burn-out, la question des bullshit jobs. Et ça pose la question de la liberté, cette fois-ci, vis-à-vis d'une transformation des entreprises et du travail en entreprise qui s'est individualisé avec des indicateurs et des dispositifs numériques de plus en plus contraignants et qui ont fait perdre une partie du sens au travail. Et enfin, la cinquième figure que j'amène ici, ce sont les expériences. Ce sont les expérimentations productives alternatives aujourd'hui. On a une accélération de ces expériences. Moi, j'ai travaillé, comme l'a très gentiment rappelé José Rose, sur les makerspace, hackerspace et plateformes coopératives dans le numérique. Mais il y a des tas de communs productifs aujourd'hui qui fonctionnent dans une économie circulaire, des circuits courts, dans l'agriculture, dans la nourriture, dans la santé. Et il y a également d'autres formes, une réflexion en cours au sein des entreprises traditionnelles, celles sur l'entreprise libérée, même si ça reste marginal, mais également les coopératives d'activités, notamment comme Smart en Belgique, qui compte aujourd'hui 80 000 salariés. L'ensemble de ces figures, je prends le temps de les présenter parce qu'en fait, elles sont présentes dans le langage courant, dans nos débats actuels, ils focalisent l'attention sur ces questions, mais ils représentent, lorsqu'on interviewe les gens et lorsqu'on écoute ce qu'ils disent à propos de la liberté, des questions différentes. En fait, si je reviens sur les livreurs à vélo, ça renvoie à une vieille distinction en sciences sociales qui est que le travail libre, c'est l'indépendance. On va retrouver ça dans toute une tradition de la sociologie du travail, à savoir qu'on parle de salariat et de travail libre dans toute une série de découpages. C'est-à-dire que c'est le statut d'emploi qui permettrait la liberté. Sous-entendu, une prénotion qu'on a tout de suite, que le salariat est forcément non libre. Et donc, la subordination est la principale source de non-liberté au travail. Si je prends le deuxième cas, la manutentionnaire ou préparatrice, on renvoie à une définition, à une façon de centrer le débat de la liberté sur le corps, sur l'autonomie des gestes, sur l'autonomie de l'activité. Le travail libre, c'est l'activité libre. Dans ces deux premiers cas, on est sur des débats centraux, déjà très travaillés en sociologie ou dans les sciences sociales et aussi en philosophie. Dans le troisième cas, le travail gratuit, ça renvoie à une autre définition. On n'est plus dans l'activité et dans le statut d'emploi, mais on est bien sur une question de la liberté comme non-exploitation. Là, on est dans les rapports de production, dans la définition marxienne, c'est-à-dire que la non-liberté, c'est la dépendance économique et c'est la non-rémunération ou un partage non équitable de la valeur. Et enfin, et c'est là que c'est un petit peu nouveau, sur les quatrième et cinquième figures, hein, les cadres en bifurcation et les makerspace ou les formes alternatives ou les communs productifs de travail, le travail, ce qui est en train de travailler la société ou ces mondes sociaux-là aujourd'hui, c'est l'engagement et le sens du travail par rapport à la maîtrise, à une liberté des communautés de travail et des processus de production. Donc, j'y reviendrai ensuite dans les illustrations. Mais du côté des sciences sociales, je viens d'en faire une rapide partition, on
est aussi sur ces questions de débat avec des choses qui sont centrales, qui viennent d'emblée et qui renvoient à ce que je viens de dire sur ces 5 figures. On a quand même 2 familles de grandes critiques du travail en sciences sociales et de la liberté qui ont été rappelées. D'un côté, la question de l'aliénation de l'activité, donc du corps. C'est ce que Boltanski et Capello désignent sous les termes de critique sociale, de critique artiste. Et de l'autre côté, la question de l'exploitation. Donc moi, c'est ce que je vais reprendre à partir de même temps dans la discussion qui s'engage. C'est-à-dire que l'aliénation va être une critique de l'activité non libre, dont la subordination, et la critique sociale, celle de l'exploitation. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on rencontre dans les sciences sociales aujourd'hui sur ces questions-là, c'est que le débat est finalement très centré d'un côté sur le sujet et son activité libre, étant donné que toute hétéronomie, système, organisation, hiérarchie, statut d'emploi est jugée comme une atteinte, comme une forme d'atteinte à la liberté de l'activité, avec en arrière-plan la figure du travail libre classique, qui est celle de l'artiste, du créatif, de l'écrivain. Et de l'autre côté, on a un renouveau de la critique sociale avec ces formes de travail, notamment dans le numérique, nouvelles, non protégées, et où l'exploitation du travail gratuit ou du gig worker renaît à une forme d'actualité. Cependant, et c'est là que je voudrais arriver, si on regarde à travers les enquêtes qu'on fait de terrain, on s'aperçoit que le monde social travaille d'autres figures, et des figures de façon extrêmement active. D'un côté, et je vais parler du numérique tout de suite, d'un côté, dans le numérique, ce qu'on essaye de travailler, c'est l'utopie d'un salariat non subordonné. Donc, on sort de l'opposition entre travail libre et indépendance et salariat égale travail non libre. Et de l'autre côté, ce qui est travaillé aujourd'hui très fortement par le droit, de façon globale, au Royaume-Uni, en Italie et partout, sur, par exemple, le capitalisme de plateforme, c'est l'indépendance protégée. Ce sont des figures normalement impossibles dans les partitions et les catégories d'emploi qui sont les nôtres et qui sont instituées depuis presque un siècle. Donc, ces 2 figures sont les utopies qui ont surgi notamment dans le numérique, sur lesquelles je voudrais parler désormais. Pour ce faire, il faut néanmoins distinguer, ce qui n'est pas toujours le cas, 4 niveaux d'autonomie que je vais reprendre au cours de ce que je vais présenter maintenant. On en a beaucoup parlé, celles qui monopolisent en fait l'attention, ce sont les niveaux d'autonomie qui sont liés à l'activité du sujet de l'individu, l'activité créative, expressive, les gestes, le corps, le temps également, l'autonomie sur le temps, l'autonomie sur les tâches. Et le second niveau, c'est celui du capital, qui est très travaillé parce qu'on a des formes productives, j'y reviendrai, qui proposent des formes de participation au capital aujourd'hui, que ce soit dans le capitalisme numérique classique, avec les salariés actionnaires, ou que ce soit dans les coopératives, les SCOP, les SKIC, les nouveaux statuts qui se sont développés depuis peu. Mais il y a 2 autres niveaux qui apparaissent très fortement dans les définitions de la liberté des formes alternatives, des communs notamment. C'est celui de la communauté de travail et c'est celui de la participation à la gouvernance. Ces 2 sujets sont, selon moi, moins traités dans la littérature qui est la nôtre et elle est traitée plus difficilement. C'est un niveau intermédiaire entre l'individu et le système. Et il se passe là une série d'expérimentations. Le monde social va vite, qu'il semble intéressant de regarder. Donc, j'aborde la 3e partie
partie de cet exposé introductif donc au débat. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde les mondes numériques depuis les années 70, donc l'informatique, et depuis les premières startups et entreprises de la Silicon Valley jusqu'au SS2I, les sociétés de services informatiques qui sont développées très fortement en France dans les années 80-90, et jusqu'à aujourd'hui les coopératives ou plateformes coopératives et les plateformes propriétaires ou le logiciel libre. On s'aperçoit que finalement, il y a une historicité des rêves de liberté dans ces mondes du travail. Il y a une première période où le modèle de la liberté qui va se développer dans les expérimentations productives va être lié en fait uniquement ou très fortement à la relation employeur-employé et le ton de la relation hiérarchique. C'est la fameuse informalité des relations de la contre-culture californienne. C'est l'opposition entre la côte est américaine et la côte ouest américaine. C'est le moment aussi où la psychologie de Palo Alto, des formes de bien-être, des formes de réflexion sur la motivation, le bien-être, le sens, le bonheur au travail commencent à se développer avec des techniques de travail collectif horizontal et de non-hiérarchie, d'autogestion non hiérarchique dans des métiers créatifs. Donc, les premières expériences qu'on va voir dans le numérique, ça va être le refus de toute subordination comprise comme la subordination hiérarchique. Très vite vont arriver la question de l'exploitation, de la question du capital et de la liberté. Là, très vite, c'est dès les années 30 qu'il y a des premiers intéressements dans la Silicon Valley. C'est à partir des années 80 que ça se développe extrêmement fortement à cause des dérégulations bancaires aux États-Unis et de l'émergence d'un capitalisme financier qui permet ça. Il va y avoir des formes d'intéressement et des formes de participation au capital qui se développent dans le numérique. La troisième étape, qui est celle qui me semble être celle que nous vivons actuellement dans les formes alternatives, c'est que le rêve de liberté s'est transformé. Il ne s'agit plus de partager seulement le capital et d'avoir accès, de ne pas être exploité, d'avoir accès au partage de la valeur, pas seulement de rompre avec toute forme verticale de coordination et d'organisation du travail. Il s'agit de revendiquer un droit de regard sur l'organisation du travail elle-même et sur le fonctionnement de sa communauté de travail. Donc, de remonter dans l'accès, un accès libre, une démocratisation du processus de production lui-même. Alors, je vais vous donner, après ces présentations, quelques exemples, enfin 2 illustrations. La première, c'est une entreprise que j'ai rencontrée au tout début de mes enquêtes. Je vous donne cet exemple car je trouve intéressant de voir comment, en fait, certains discours aujourd'hui de libération du travail sont restés, en fait, qui sont présentés comme nouveaux, sont constants dans le temps. Il y a une forme de constance sur le désir d'autonomie au travail. Donc, il s'agit d'une entreprise que j'ai présentée plusieurs fois, que j'ai étudiée au début de mes travaux de recherche, qui s'appelait la Générale de Services Informatiques, et qui va tenter une expérience radicale. Le marché lui permet de tenter quelque chose, il est extrêmement porteur. Ils font des logiciels de paye, de gestion dans les années 80. Ils se développent extrêmement rapidement sur un modèle de cow-boy de la nouvelle économie qu'on appelle à ce moment-là. Le numérique se désigne comme ça à ce moment-là. Et ils vont être pionniers dans une forme coopérative en France, puisque dès 87, ils opèrent en fait le premier rachat de l'entreprise par les salariés. Alors, ce ne sont pas tous les salariés.
tous les salariés, je crois que c'est 850 sur les 3000. La loi sur le rachat de l'entreprise par les salariés et les stocks options vient de passer. C'est Édouard Balladur qui l'a fait passer en 86. Et c'est donc une expérience, une des premières expériences de RES sur un modèle américain qui s'appelle l'ESOP et qui en fait ne va pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette première utopie, à part la forme propriétaire, donc de partage du capital, c'est qu'en fait, il s'agit d'une expérience humaine où on tente effectivement de supprimer tout ce qui correspond au travail contraint ou tout ce qui peut être ressenti comme une atteinte à la liberté au travail. Quand on arrive dans cette entreprise, la première chose à ce moment-là que disent les salariés, c'est ici, il n'y a pas de hiérarchie. On peut même dire M à son patron. Donc à ce moment-là, c'est les années 90, la liberté au travail c'est ressenti principalement comme le fait de ne pas avoir de chef au bureau. Mais c'est plus que ça, c'est le fait de ne pas avoir de procédure. Il n'y a pas de support papier de régulation en général dans cette entreprise, pas de notes écrites. Elle refuse les contrats de travail. Elle refuse les bureaux qui seraient plus grands pour les responsables hiérarchiques et pour les autres. Donc la moquette du président, qui est plus fine que sa secrétaire, est une histoire mythique dans cette entreprise. Il y a une injonction à l'autonomie, à la confiance, à l'informalité des relations et un aujourd'hui dans les startups. Pourquoi? Parce que l'absence de règles, l'absence de régulation, et on organise en fait une vie qui sont soit des voyages au ski, des taxis, des facilités de style de vie, autant de taxis qu'on veut, on a autant de frais qu'on veut dans cette entreprise. Quand on regarde pas très loin de la du modèle sociocratique plus racialisé qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises libérées. Base, une injonction à la coordination horizontale, l'absence de règles, avec des règles autogérées ou autoconstituées autonomes. Et à l'époque, le modèle s'appelle celui de la pyramide inversée que beaucoup d'entre vous connaissent. Néanmoins, c'est un échec. C'est un échec non pas humainement, les gens sont très heureux dans l'entreprise lorsque moi je l'utilise, mais le fait d'allier cette liberté cette remise en cause de la subordination et cette autonomie très forte dans l'activité, avec un partage du capital, c'est-à-dire des salariés actionnaires, fait qu'en fait, curieusement, il va y avoir un coût dans cette entreprise. Et le coût, ça va être de ces salariés. Ce n'est pas sans rappeler un épisode récent chez Danone, c'est que les salariés, les actionnaires, vont vouloir réaliser leurs gains dans un marché où l'entreprise finalement se développe très vite. Et contre le président, contre la gouvernance, ils vont voter la vente de l'entreprise au bout de 5 ans. Et l'entreprise, pour pouvoir encaisser finalement un retour sur leur investissement, et l'entreprise va disparaître en tant que telle. Donc voilà une première expérience, une première utopie réalisée, concrète, qui a duré plus de 20 ans, et qui se finit à cause de son propre succès. Là aussi, je reviens à mes 4 niveaux. Une seconde remarque sur cet exemple, première utopie donc en acte, c'est que finalement,
tout le rêve de liberté et le modèle expérimental qui est construit dans l'entreprise contient en fait, est un modèle négatif en creux. Il s'est construit en fait contre un modèle bureaucratique. Le travail libre dans cette entreprise non subordonnée se définit avec des mots en négatif. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'on va dans les makerspaces, les hackerspaces ou dans les communs coopératifs, on parle de non-subordination, on parle de non-organisation, on parle de unconference et on parle du fait de ne pas avoir de chef. Donc en creux, il y a des modèles négatifs et des contre-modèles qui sont la bureaucratie et le travail routinier. Enfin, deuxième remarque, c'est que dans ces rêves de liberté, autre travers qu'on peut voir, c'est que la surveillance s'organise autrement lorsqu'il y a autonomie. Dans cette entreprise, il y avait une surveillance par les pairs, avec un contrôle social fort de conformité et un recrutement par cooptation, et une surveillance finalement par les soirées, la communauté active en dehors du travail. C'est ce qu'on va retrouver dans l'épisode et l'étape suivante. C'est ce couple qui me semble intéressant et qui arrive à un moment très particulier aujourd'hui. C'est que l'histoire des conquêtes de l'autonomie, si on regarde l'histoire de l'autonomie au travail, on pourrait dire depuis 2 ou 3 siècles que finalement, on a gagné sur l'autonomie des corps, le monde du travail a gagné sur l'autonomie des corps, du temps et des tâches, en étant beaucoup plus autonome aujourd'hui sur l'ensemble de ces 3 éléments. Mais néanmoins, le prix à payer, c'est une forme de double contrainte qu'on retrouve dans ce premier modèle, qui est la disponibilité permanente et une forme de surveillance à distance. Alors, je fais un rapide retour maintenant sur effectivement ce qui se passe depuis les années 2000, où on a vu émerger des formes productives nouvelles qui vont mettre en œuvre ce double langage sur l'autonomie, la liberté des tâches, des corps, de la mobilité, du mouvement des individus qu'ils emploient, et en même temps une surveillance accrue à distance, avec une demande de disponibilité permanente. C'est ces trois pieds. Alors, l'autre point que je voulais souligner, c'est que finalement, les expérimentations que je regarde depuis une vingtaine d'années, pour l'instant, il y en a beaucoup qui disparaissent et qui représentent des formes de résistance du travail humain, du travail expressif et du travail libre par rapport à des formes de rationalisation beaucoup plus fortes. C'est ce qui se passe sur les plateformes, notamment. On a oublié, mais c'est un point important, qu'en fait, à un moment donné, les plateformes, en 2004 notamment, étaient dédiées à l'économie du partage, ce qu'on appelait la sharing economy. À ce moment-là, la façon de regarder ces plateformes était un discours extrêmement positif, où on retrouvait une sortie du capitalisme, on allait pouvoir tout partager, avoir une économie de l'accès, c'était Jérémy Rifkin, une économie des usages et une économie des communs. 3 à 4 ans plus tard, le discours change totalement avec l'apparition des réseaux sociaux et des plateformes propriétaires. Et aujourd'hui, on est sur une critique extrêmement forte du travail en plateforme qui a poussé vers un modèle, au contraire, de limitation très forte de la liberté des individus. Alors, juste dans le même temps, ce qu'on oublie peut-être un petit peu, c'est qu'il y a une effervescence de nouvelles formes productives et de statuts juridiques qui émergent. On a
on a je ne sais pas si vous voilà, on a une série d'entreprises coopératives, dont des formes anciennes, mais qui se développent de façon plus poussée, des coopératives de salariés actionnaires qui émergent, des coopératives d'indépendants de statut CAE, les formes plateformes se développent, les communs productifs émergent, il y a la forme SKIC qui est créée, qui permet d'avoir des parties prenantes qui peuvent être des citoyens ou des participants ou des associations à une coopérative productive. Et puis, il y a un travail au sein même du statut des entreprises sur les formes de management et de statut alternatifs possibles. En 2019, on a l'entreprise à mission, avec la raison d'être, avec la loi Pacte, et on a ce courant des entreprises libérées, la loi Pacte et les entreprises à mission venant également, dans le reste du monde, on a également les B Corps qui émergent, notamment aux États-Unis, pour transformer l'entreprise avec une dimension d'intérêt général et qui ne soit pas le pur profit. Finalement, quand on regarde les mondes du numérique sur lesquels je me suis centrée, on s'aperçoit qu'il y a une tension permanente dans le temps entre des expérimentations qui visent à aller vers ce que j'appelle l'artisanat augmenté, c'est-à-dire construire, instituer des formes d'organisation autour d'un travail fait pour le travail libre, pour le travail créatif, en créant à la fois une activité libre en ses contraintes, les procédures et la hiérarchie d'abord, mais aussi en créant des communautés ou des collectifs qui permettent un travail effectif et épanouissant. Mais l'autre tendance, et c'est celle qu'on retrouve très fortement aujourd'hui dans les débats publics, c'est celle d'une montée et d'une utilisation des techniques numériques pour créer des entreprises qui permettent une division internationale du travail en micro-tâches standards sur des plateformes globales. Donc, c'est Amazon, c'est une partie des GAFAM, où on va pouvoir, grâce aux outils numériques, finalement recruter des Indiens, des gig workers aux Philippines, et découper les tâches en micro-tâches, parfois jusqu'à la minute ou la seconde à un tarif très bas. Donc, on a ce double mouvement de surrationalisation du travail et un mouvement de résistance dans un certain nombre de mondes sociaux, les mondes hackers, les mondes des communs, les mondes des makers, qui sont aussi des mondes numériques, l'économie du libre, la culture du libre, qui tentent de récupérer la puissance d'Internet et la puissance du numérique au service d'une forme d'humanisme du travail libre. Donc, ces deux modèles de production sont en tension aujourd'hui. Alors, deuxième modèle sur lequel je voudrais revenir rapidement, c'est si on part de cette possibilité dans le numérique, ce fil qui court d'individuation du travail qui devient finalement de plus en plus facile de réaliser à distance, de façon atomisée, sans contact avec les autres. Finalement, le monde maker et le mouvement maker va tenter une expérience, une seconde utopie, qui est de rassembler des communautés de travail autour de ce que Shirley Terkel a appelé être seul ensemble, et un environnement donc de travail qui correspond au code du libre, au code de l'informatique, un travail de conception où on a un environnement créatif qui porte le travail de conception, mais sans être dérangé et sans avoir à sortir de son fil et de sa productivité, de son flot, disent certains. Alors, le cas du mouvement maker, c'est intéressant parce que ça a commencé comme une utopie productive, ils étaient très peu nombreux, et puis c'était totalement à la marge de la production. Et puis pendant la pandémie, tout d'un coup, la pandémie a permis au mouvement maker de faire une épreuve de réalité sur leur possibilité de construire une fabrication distribuée
et de produire en masse. Donc, vous vous en souvenez peut-être, c'est à ce moment-là que finalement, les profils makers ont été connus du grand public. On en a parlé dans les journaux et partout, parce qu'ils ont produit un demi-million de visières au moment où il y avait pénurie de masques, et ils ont fourni les hôpitaux en matériel de protection, notamment des blouses de protection, à la commande dans un délai de moins de 24 heures, en ayant créé des plateformes collaboratives où les hôpitaux par région passaient des commandes et étaient livrés automatiquement. Les livraisons avaient lieu avec des bénévoles ou avec des petites PME locales avec qui ils avaient fixé des prix. Bref, du jour au lendemain, en l'espace de 15 jours à un mois, sont constitués sur Discord, sur Internet avec des plateformes comme Fabrique Commun, des espèces d'usines géantes basées sur une fabrication individuelle à domicile et regroupant des statuts très différents, des makers, des Fab Labs, mais aussi des couturières, mais aussi des coopératives et des petites PME. Ça pose la question de la viabilité, en fait, de ce qui restait une utopie jusqu'à maintenant, qui seraient des écosystèmes locaux de fabrication. C'est l'utopie de Gortz. On se souvient d'André Gortz dans Ecologia. Il disait dès 2007, grâce à l'informatique, grâce à Internet, bientôt on pourra créer des ateliers de fabrication communs, locaux, et on pourra y fabriquer tout le désirable et le nécessaire et sortir finalement d'une production verticale. Cette utopie n'est pas réalisée. Il y a des petites tentatives, par exemple pour l'électricité. En Bretagne, il y a une autoproduction d'électricité aujourd'hui. Mais le moment de la pandémie a permis de tester finalement ce modèle. Là, vous avez quelques photos des produits. Il y a eu des choses qui ont été inventées, notamment, par exemple, le 21 avril a été annoncé à Nantes la mise au point en 4 semaines d'un respirateur. Le 20 avril, Air Liquide, qui avait été chargé par l'État de produire un respirateur parce qu'on en manquait dans les hôpitaux à ce moment-là, avait annoncé qu'en fait, ils avaient échoué. Ils avaient produit un respirateur qui était aux alentours de 8 à 10 000 euros pièce, mais qui ne pouvait marcher que dans les ambulances. Le respirateur qui avait été produit en libre le 21 avril donc, par ces makers de Nantes revenait à 1 000 euros. C'était un schéma disponible pour tout le monde sur Internet, qui suffisait de télécharger et qui était fabricable par le plus grand nombre. On a eu donc ce moment particulier et je voudrais juste revenir, parce que je vois que le temps passe quand même un peu, revenir sur en fait en quoi consiste cette seconde utopie du travail libre dans ces mouvements makers et dans ces formes d'écosystèmes de fabrication distribuée. Alors, il y a 5 principes. Et ces principes, finalement, ne mettent pas en cause l'individuation ou l'individualisation du travail. Ils s'en saisissent. Ils parlent de l'idée d'une fabrication entièrement personnelle et d'un fonctionnement avec des circuits courts. Le but, c'est de se réattribuer l'accès à l'objet qui est en fait capté par des grandes entreprises de production et de consommation de masse. Donc, le maker, dans la philosophie première, le premier principe, il ne s'agit pas de sortir du capitalisme, il s'agit de sortir d'une économie verticale, de rente. Son ennemi, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas le marché, c'est en fait le service après-vente. C'est la vis du téléphone, de l'iPhone qui avait été conçu il y a 2 ou 3 ans par Apple pour qu'il n'y ait aucun tournevis dans aucun supermarché américain aux États-Unis qui puisse l'ouvrir. Donc, il y a deuxième principe, il s'agit de récupérer, de réparer les accès, de détourner les objets, de démocratiser l'accès aux objets, donc de sortir de la fermeture du processus de production et de la captation de rente du processus de production.
on a bien une utopie qui va bien au-delà de l'activité, même si l'activité est centrale, parce que la main est centrale dans ce mouvement du faire. On se construit soi-même, c'est la self-reliance, on se construit soi-même par la construction du projet, ça peut être un projet virtuel ou ça peut être un projet concret, par la fabrication, mais l'activité ne suffit pas. Il y a une demande d'un droit de regard sur l'accès, en fait, au processus de production. Donc, c'est bien sûr aussi libérer le travail en résistant aux rationalisations du travail. On est dans une forme de retournement, c'est l'inverse de la manutentionnaire d'Amazon, de l'entrepôt d'Amazon. Il s'agit de créer un système productif ou un écosystème productif local qui résiste à toute forme de rationalisation du travail, ce que j'ai appelé l'artisanat augmenté. Et il y a beaucoup d'artisans dans les makerspaces aujourd'hui qui produisent à la pièce. Il y a du textile, il y a des inventeurs qui produisent à la pièce et qui prototypent à la pièce. Le quatrième principe, c'est un principe qu'on a retrouvé dans les mouvements sociaux depuis un certain temps, qui consiste à s'auto-reproduire et s'étendre en réseau. Ce qui est intéressant dans le mouvement maker, c'est qu'il n'est jamais que local. Il n'y a jamais qu'un Fab Lab ou qu'un makerspace de production. Il y a toujours un lien transnational avec des plans en ligne qui sont partagés d'un point de vue mondial et avec des congrès ou des lieux de réunion qui sont entièrement globaux où on partage deux choses, des plans d'objets, de fabrication, mais aussi des façons de travailler ensemble et de créer des communautés, des méthodes pour s'organiser et des façons pour travailler sans hiérarchie, la non-organisation, les conférences, les hackathons sont nés là, dans des façons donc de travailler de façon entièrement horizontale. Et enfin, dernière résistance, c'est l'humanisme digital ou numérique. Ils essayent de faire mentir finalement ce discours dominant qu'on retrouve aujourd'hui, qui est que finalement c'est l'intelligence artificielle et le numérique va asservir le travail humain et le rendre inhumain. Ils essayent de construire des systèmes où en fait Internet est remis au service de la fabrication de ce dont on a véritablement besoin. Alors, il s'inspire de Simondon, d'autres auteurs, il y a une philosophie, mais on est bien dans quelque chose qui consiste à rematérialiser, à sortir du tout digital, à utiliser le digital pour fabriquer des objets. C'est ce qu'on appelle également l'open hardware aujourd'hui. Donc là, je vous donne un makerspace. Qu'est-ce qu'un makerspace? C'est un lieu physiquement situé qui a une diversité de statuts juridiques aujourd'hui à travers le monde. Ça peut être une association à but non lucratif, ça peut être une entreprise, ça peut être une SCOP, ça peut être une SKIC aujourd'hui. Et c'est un lieu d'application des principes et valeurs issus du monde du libre, de l'éthique à cœur et des mondes du do-it-yourself et do-it-with-others. Là, je vous mets un des makers célèbres français qui a fabriqué dans un Fab Lab à Rennes une main, donc une prothèse électronique. C'est l'un des champs de production qui a fait connaître les makers aussi et ses communs productifs, parce que là aussi, sa prothèse est téléchargeable, son modèle on peut trouver son modèle sur Internet, et le prix de fabrication de cette synthèse est 15 fois inférieur au prix du marché. Dernier point sur ce deuxième exemple, c'est qu'en fait, il y a un lien avec la façon de fabriquer ou de penser le pouvoir dans ce type de communauté et de lieu, c'est de donner le pouvoir à celui qui fait, la doocratie.
C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'entreprise libérée et les modèles d'entreprise libérée aujourd'hui, dans les holacraties. Je ne suis pas sûre que ce soit un modèle qui est sans domination ou sans exclusion, notamment de ceux qui ont moins le temps ou qui sont moins disponibles, par exemple aussi des femmes. Mais néanmoins, c'est un système qui théorise un fonctionnement entièrement horizontal et distribué du pouvoir, sans aucune coordination ou sans besoin de coordination verticale. Je vous mets là quelques références si vous souhaitez aller plus loin, sur lesquelles s'appuie ce que je viens de vous présenter. Mais pour conclure, finalement, on s'aperçoit que dans le modèle des makers qu'on vient de voir, ce qui est très travaillé, c'est l'activité, la production, la chaîne de production, en même temps que la communauté. Donc, ces 4 niveaux qu'on retrouve ici, activité, capital, communauté et gouvernance, sont travaillés dans le temps différemment par les utopies que moi j'ai pu étudier et les modèles que j'ai pu étudier. Ce qui fait que ça m'amène en conclusion à une question ouverte sur les formes productives qui émergent aujourd'hui comme alternative et comme alternative à un travail vertical ou à un travail contraint, qui est celui, par exemple, qu'on a vu des plateformes. C'est qu'en fait, finalement, si on reprend ces formes productives nouvelles qui ont émergé, coopératives de production, coopératives de salariés actionnaires, coopératives d'indépendants, ainsi que les plateformes, ici, je ne sais pas si... Non, voilà, il faut que je descende, que je remonte un peu. Non, ouais. Coopérative, donc plateforme coopérative, makerspace ou plateforme propriétaire, les Fab Labs ou l'entreprise libérée, on s'aperçoit que les expériences sont toujours menées en général à 1 ou 2 niveaux de ces 4 niveaux, mais rarement aux 4 niveaux en même temps. Si je prends par exemple l'entreprise libérée donne une autonomie forte au niveau de la communauté de travail, au niveau de l'activité. Si je prends Zappos ou la Maïs, elle ne supprime pas la hiérarchie, ne supprime pas la subordination et ne permet pas une participation au capital. Il y a très peu d'entreprises libérées, dans les 15 ou 20 cas qui sont très étudiés aujourd'hui, qui donnent une quelconque forme de participation à la gouvernance. Si je reprends au contraire la forme coopérative de production, la SCOP, qui existe depuis longtemps, je prends Scopti par exemple, on a une participation majoritaire, inégalitaire au capital, puisque à la gouvernance également, puisque le principe des SCOP, c'est un homme ou une femme, une voix, donc un fonctionnement démocratique de la gouvernance avec un vote égalitaire entre tout le monde. Mais dans les statuts des SCOP, même si le dirigeant est élu, un principe hiérarchique. Il a toute possibilité de licencier, etc. Il n'y a pas de vote sur les licenciements, il n'y a pas de vote sur les décisions de production, sur les formes d'organisation du travail. Et il n'y a certainement pas de vote sur l'activité, le type d'activité, l'activité libre. Donc, l'activité et la communauté de travail restent dans un fonctionnement subordonné, avec une subordination forte. Je prends, par exemple, les coopératives d'indépendants. Là, on est dans l'indépendance protégée. On a quelque chose d'un peu plus nouveau qui se dégage là. On conserve l'indépendance et le statut d'autonome donc dans l'activité. On essaye de créer des communautés de travail, c'est là où le bas blesse dans les coopératives, les CAE, c'est-à-dire qu'on a du mal à créer des communautés de travail réelles pour des individus qui restent relativement isolés. Mais la gouvernance n'est pas totalement démocratique, hein, puisqu'il y a des statuts de membres et non-membres sociétaires, et la participation peut rester possible. Donc, le modèle de cette innovation, ça a été Smart, notamment en Belgique. Les coopératives de salariés actionnaires, même chose.
Donc, on s'aperçoit que finalement, les discours qu'on a sur le travail libre aujourd'hui, suivant d'où ils proviennent, des communs productifs, des plateformes, on a vu Uber a un discours sur le travail libre, très fortement. Toutes les entreprises propriétaires du capitalisme numérique mettent en avant la liberté. C'est un discours libertaire et libertarien, la liberté du travail. Suivant la façon d'où émane ce discours sur la liberté, on s'aperçoit que les formes productives, néanmoins, ne suivent pas sur les 4 niveaux. Donc, je conclurai là-dessus. Qu'est-ce qu'un travail libre? Suite à l'ensemble des remarques que je viens de vous faire et de la façon d'ouvrir le débat, un travail libre, c'est un travail qui s'exercerait dans des formes productives en répondant aux aspirations de liberté, certes vis-à-vis de l'activité et du capital, mais qui s'exercerait sur les 4 niveaux. Pour l'instant, ça reste quelque chose de rare dans le monde du travail alternatif. L'exemple des makers s'en approche peut-être le plus aujourd'hui. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé extrêmement riche qui va nous offrir une occasion de nombreuses discussions, je pense. Déjà, il y a une question pratique qui se pose. Est-ce qu'on pourra disposer du PowerPoint de présentation? Alors, je peux l'envoyer aux organisateurs, mais individuellement, si certains m'écrivent, je l'enverrai volontiers, mais je préfère pas le diffuser à tout le monde là, tout de suite. Très bien. Mais voilà. Par contre, s'il y a des gens qui souhaitent l'avoir, vous m'écrivez et je vous l'envoie, sans problème. Voilà une réponse parmi les nombreuses questions présentes sur le chat. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, sans entrer dans la discussion proprement dite, c'est le fait de nous proposer un exposé qui à la fois aide à penser et ouvre des voies, sans masquer la difficulté. C'est-à-dire qui inscrit la réflexion sur les nouvelles formes du travail dans une dynamique historique et qui fait que, eh bien, il y a des conflits, il y a des phases, des résolutions temporaires, des perspectives, des échecs, etc. Et donc, le deuxième aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qui a été proposé, c'est-à-dire de mettre en rapport des expériences concrètes avec des réflexions théoriques. Et ça, c'est très appréciable parce que ça fait révéler tout de suite des enjeux qui sont à la fois théoriques et pratiques. La question du sens du travail, l'opposition capital-travail, pour rester dans les grands classiques, mais aussi l'articulation complexe entre l'activité individuelle et le mode de fonctionnement des organisations. Et je trouve que toutes les propositions notionnelles qui ont été faites sur les niveaux d'autonomie, les principes de l'autonomie sont également très précieux. Donc, je vais me contenter de cela parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui ont été transmises par le chat. Donc, j'invite les personnes qui se sont manifestées ainsi à intervenir. On a eu plusieurs questions autour de cette expérience GSI, échec ou réussite, sur l'analogie avec ce qui s'est fait en France autour du rachat des entreprises, le RES, mais aussi des questions sur la surveillance, sur la surrationalisation du travail et aussi sur la liberté comme passage du faire à l'être. Donc, je ne fais que citer des petits morceaux d'exposés qui pourraient être faits par les uns et les autres ici présents. Donc, je vous laisse la parole. À moins que Isabelle veuille déjà… non, donnons la parole. On va donner la parole. Allez-y. C'est toujours un peu particulier, on ne voit personne. On parle dans le vide, mais le vide est plein de vide. On peut brancher sa caméra quand on prend la parole. Oui, ça serait pas mal. Allez-y, ne vous privez pas. Là, j'ai noté Johan, Jean-Yves, Catherine, Stéphane, un certain nombre de prénoms, de noms qui circulaient, de gens qui voulaient intervenir. Faites-le. Alors, est-ce que ça bouge? Alors, moi, je veux bien intervenir si personne… Allez-y. Alors,
Oui, dans le chat, je m'étais posé la question, et je n'étais pas la seule apparemment, pourquoi l'expérience GSI est qualifiée d'échec? Ça dépend de quel point de vue on se place. Finalement, c'est peut-être une réussite pour les salariés qui ont revendu leurs actions. Voilà. Et puis, je trouve qu'il y a un absent dans votre discours. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. C'est la notion de collectif de travail au sens de clos, quoi. Parce que, voilà, travail libre, travail individuel, mais je trouve qu'il y a une notion qui n'apparaît pas, qui sans doute est présente, hein, notamment chez les makers, c'est la notion de collectif de travail. Et voilà, j'aurais bien aimé que vous disiez un mot là-dessus. On peut continuer à prendre d'autres questions, peut-être? Vous me dites comment procéder, oui. Oui, voilà. Bon, s'il n'y en a pas qui viennent spontanément, je vais vous laisser répondre, bien sûr. Bon, ben, allez-y hein, sur ces deux premières questions. GSI, échec ou réussite, et les collectifs. Oui, alors c'est une jolie question sur une réussite ou un échec pour qui, parce que effectivement, on est bien dans le fait, c'est un échec pour le projet au départ, hein, des gens qui font de GSI, puisque leur projet de RES, c'était de se soustraire hein, à la bourse, en fait, aux rachats agressifs, aux OPA de l'époque et aux acquisitions. C'est-à-dire c'était un monde où le capitalisme était très agressif et donc ils voulaient se protéger pour assurer une pérennité du collectif humain, de la communauté de travail de l'entreprise. Donc de ce point de vue-là, le rachat par ADP a été fondu ensuite en service GSI Nébarité entière, la communauté de travail sur lesquels ils avaient travaillé avec une culture particulière ou avec une façon de travailler particulière, cette création communautaire-là s'est dissoute. Il faut voir, il y a eu plusieurs livres sur la GSI, d'historiens notamment, sur l'expérience assez atypique, mais c'est un petit peu comme le Club Med ou comme d'autres visions. En fait, il y avait une vision très forte de créer une collectivité pérenne, en fait, et de se protéger d'un capitalisme financier excessif. Donc, c'est un échec paradoxal parce que c'est le capitalisme financier et c'est la réussite de la communauté de travail et de cette protection qui a conduit finalement à se revendre pour des raisons financières. Et c'est toute l'ambiguïté du salariat actionnarial dans la Silicon Valley aujourd'hui également. C'est-à-dire que les gens ne restent pas. Au bout de 5 à 7 ans, l'investissement au travail, un investissement très fort jusqu'au burn-out, est considéré comme un investissement financier et pas un investissement dans un collectif de travail. C'est-à-dire qu'on a sa force de travail et on l'investit non plus comme une marchandise, voilà, pour un salaire, mais pour un retour sur investissement financier au bout de 5 à 7 ans, c'est-à-dire s'il y a une revente. S'il n'y a pas de perspective de revente, on bouge. Et il y a une multi-activité dans la Silicon Valley. On peut être dans plusieurs entreprises à la fois. Donc c'est le capitalisme financier qui a gagné malgré tout. Voilà, c'est pour ça que je parlais. Je n'ai peut-être pas été assez précise. Voilà. Sur les collectifs de travail, alors vous avez vu, c'est une dimension très forte que je trouve oubliée et qui me semble fondamentale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on étudie les développeurs, par exemple, en informatique, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très nouveau qui est arrivé à partir des années 2000, c'est qu'il y a une disjonction entre la communauté de travail, le lieu où on travaille, qui peut être une entreprise ou un coworking space où on est salarié d'une entreprise, mais sa communauté de travail, ce n'est pas celle-là. Ça va être une communauté virtuelle de gens avec qui on est en lieu ou une communauté ailleurs. Mais il y a une disjonction en fait, des 3 fonctions de l'entreprise
l'entreprise du XXe siècle, qui est de donner un emploi, de donner une communauté de travail, un collectif de travail, et d'assurer une formation ou une évolution, un épanouissement personnel. Ce qu'on voit quand on voit des développeurs, des makers, etc., c'est que ces trois fonctions sont séparées avec des collectifs différents aujourd'hui. C'est pour ça que la coopérative d'activité, notamment, est intéressante. On va avoir une communauté de travail qui n'est pas dans l'entreprise. Et ça existe très fortement aussi avec les générations qui viennent. C'est pour ça que je suis un petit peu par rapport à ce que dit Yves Clos, avec qui j'ai beaucoup d'accords, notamment sur le rôle du manager, sur le pouvoir en entreprise, sur le fait qu'il faut remonter là, au collectif. Néanmoins, on a quand même beaucoup de modèles aujourd'hui. Enfin, c'est une faute, me semble-t-il, de penser que le collectif de travail pertinent est dans l'entreprise aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Il n'est pas forcément dans l'entreprise. Il peut ne pas être dans l'entreprise, mais il est important qu'il existe. Oui, alors qu'il soit externalisé dans une communauté, mais voilà, au sens de Clos, quand il dit que le collectif, c'est important dans la mesure où c'est lui aussi qui peut juger du travail bien fait, mal fait, et que c'est quand un collègue ou ne peut, alors ça peut être un collègue, mais ça peut être un membre d'une communauté qui dit que voilà, quand un collègue ne peut plus dire à son collègue qu'il fait mal le boulot, c'est ce qu'il dit quand il dit que les collectifs n'existent plus. Donc, qu'ils soient dans l'entreprise ou pas, il me semble important qu'ils existent. Mais oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas obligé qu'ils soient dans l'entreprise. Là, on est absolument entièrement d'accord. C'est ce que j'ai écrit ce que j'ai écrit, c'est que le travail libre, c'est le travail libre, c'est la communauté en fait qui définit le degré de liberté, plus que l'activité et que l'organisation. J'ai écrit ça récemment. Je suis entièrement d'accord. C'est la communauté qui fait le. Il y a de nouvelles questions. Pardon. Il y a de nouvelles questions qui sont arrivées. Je vois à l'instant Thierry Berthet qui s'interroge sur la dimension utopique de ce qui est commenté ici et surtout, je dirais, le passage entre fonctionnement de communauté et projet de société. Et puis un autre intervient sur le rôle des syndicats. Donc si vous voulez peut-être intervenir, ceux qui se reconnaissent, n'hésitez pas. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de libération du micro. Donc, oui, Thierry Berthet peut-être. Je vois qu'il vient de signer son propos. Ah, le voilà. Bonjour. Oui, bonsoir. Ben, en fait, j'avais mis la question dans le fil de discussion en repartant du triptyque d'Enrico en ouverture de cette séance, à savoir travail, liberté, utopie. Je trouve que la présentation extrêmement intéressante que vous avez faite a bien mis en évidence les dimensions travail et liberté. Et je m'interrogeais sur la dimension utopique. Est-ce qu'il y a effectivement, est-ce que c'est assumé comme un projet de société ou est-ce qu'au fond, ce sont des expériences additionner les unes aux autres? Alors, c'est une très bonne question et très, très large, en fait, parce que elle se pose, en fait, d'un point de vue, elle se pose d'abord à partir du discours de la technique et de l'innovation du modèle californien. C'est une utopie, hein. C'est la promesse qui est portée par les GAFAM, c'est une promesse de transhumanisme, d'immortalité dans certains cas, de changer la société, que l'IA pourra répondre absolument à tous les besoins. Il se trouve que la critique aujourd'hui qui se développe sur ce discours utopique, qui fait partie très, très fortement du modèle californien dans le numérique, est vécu par beaucoup de gens comme une dystopie, c'est-à-dire un phénomène de surveillance, un risque totalitaire, etc.
Alors, ça, c'est pour répondre sur les mondes du numérique et le capitalisme numérique qui utilise la promesse. Il y a un deuxième niveau qui n'est pas d'utopie, qui est en fait que c'est un capitalisme de promesse et d'anticipation. Dans le capitalisme numérique, on vend des produits qui n'existent pas. On vend des bénéfices à la société qui n'existent pas, en levant des fonds dans les startups. Et dans certains cas, qui n'existent toujours pas. La rentabilité des entreprises n'existe pas non plus. Uber n'est toujours pas rentable. WeWork, qui est le système de coworking space, est en faillite parce qu'il n'a pas prouvé sa rentabilité. Et néanmoins, ce capitalisme fonctionne comme ça. La troisième façon de répondre à votre question, c'est que quand on va dans les mondes des communs ou de l'économie du libre, on a très clairement une vision, c'est l'utopie du libre. Là aussi, je vous renvoie par exemple au très bon bouquin de Sébastien Broca sur l'utopie du libre. On est vraiment avec Stallman, etc., sur l'idée qu'on va sortir, démocratiser le savoir et mettre à la portée de tout le monde de façon libre, changer de société grâce à Internet. Internet est une utopie au départ. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, on a perdu l'utopie en route à cause des plateformes propriétaires, à cause d'une captation finalement des données, de l'économie des données, d'un fonctionnement par monopole. C'est ça les techniques des plateformes, c'est que c'est une économie de réseau, ça serait la même chose dans le téléphone s'il n'y avait pas de régulation. C'est-à-dire plus on a de gens qui passent par la plateforme, plus la valeur de la plateforme augmente. C'est comme le téléphone. Plus on a d'abonnés, plus le réseau téléphonique. Donc c'est une économie des réseaux. Donc, toutes les stratégies économiques sont celles d'un monopole, donc du dumping. Et ensuite, on baisse le prix de la course chez Uber, on baisse le prix des vélos, une fois que tout le monde est captif. C'est Booking qui prend 20% et qui capte de la valeur d'un marché qui n'existe pas. Donc, on est troisième, dans une tension entre cette économie du libre qui perd pour l'instant. Regardez si les vaccins étaient en libre aujourd'hui. Si tout le monde pouvait alors, le libre, ce n'est pas une économie gratuite. Hein. Il reste un copyright. Il reste des fees qui reviennent. Mais ce n'est pas un brevet fermé. C'est-à-dire que tout le monde peut se le réapproprier, le modifier, etc. Donc, on serait dans un système qui a prouvé son efficacité. Hein. C'est-à-dire que c'est rentable. Linux est rentable. Firefox est rentable. Et ce sont des produits du libre. Donc, on a l'utopie du libre. Et dernière utopie, c'est l'utopie, pour vous répondre, l'utopie maker, c'est une sortie du capitalisme. C'est une sortie, en fait, de l'économie de rente, de l'économie verticale, c'est-à-dire du capitalisme, pas de l'économie de marché, si je reprends la distinction de Fernand Braudel. On reste dans une économie de marché, mais on sort d'une économie de rente et d'accumulation. Et donc, d'une économie capitaliste. Et c'est pour ça que Gortz s'y était intéressé très tôt avant de disparaître, parce qu'il avait rencontré des hackers, pour la petite histoire, il avait un copain allemand qui était hacker, et tout d'un coup, il avait entrevu la possibilité de cette utopie à la fois écologique et productive, qui est qu'on pourrait fabriquer tout le nécessaire dans des ateliers communaux locaux. On n'y est pas, hein. On ne fabrique pas des avions et des automobiles, mais on fabrique déjà un certain nombre de produits. Par exemple, on peut fabriquer un respirateur. Merci beaucoup. C'était là aussi très clair. Il y a aussi une question qui vient d'arriver sur libertaire et libertarien. Est-ce que ce ne sont pas des termes antinomiques? On est encore sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Alors, non, pas aux États-Unis. Alors, pour nous, Français, certainement. Mais dans le capitalisme numérique ou dans les personnages de la Silicon Valley, libertaire et libertarien, ça peut aller ensemble. Donc, pour revenir libertaire, vous voyez ce que c'est sur différents courants, anarchisme qui consiste
finalement refuser ou se méfier de toute hétéronomie institutionnelle, qu'elle soit le droit ou l'État ou des communautés ou des systèmes constitués, en faisant reposer sur l'individu la régulation, les règles et l'organisation collective. Donc, au-delà du ni Dieu ni maître, c'est toute hétéronomie. Donc, et les libertariens, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que on va s'opposer activement à toute intervention de l'État ou du droit, y compris du droit du travail, y compris de l'État fédéral. Donc la lutte, il faut savoir que par exemple la Californie, c'est un des seuls États américains, contrairement à l'Alabama, où il y a un droit du travail, où il existe un droit du travail, depuis longtemps, hein, depuis les années 40, 50. C'était constitutif, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles la Silicon Valley a été aussi efficiente ou efficace, parce que l'État californien prohibait les contrats de travail avec clause de non-concurrence. Donc les gens pouvaient partir et emporter le produit ou l'innovation avec eux, ce qui a accéléré la circulation des produits. Donc c'est le droit du travail californien qui a été l'un des moteurs, en fait, de ce qu'on appelle le modèle de la Silicon Valley dans les années 30, 40, 50, 60. Donc libertariens, moi, aux États-Unis en tout cas, je ne les opposerai pas. La différence principale, c'est que c'est une traduction politique. C'est-à-dire, il y a un courant libertarien, il y a des candidats aux élections américaines libertariens, et ce sont des candidats qui joignent la dimension libertaire ou la philosophie libertaire avec la tradition culturelle américaine anti-État. Donc, quand on va à Boston et qu'on visite le musée de l'histoire américaine, c'est une révolte d'abord contre l'État central qui était l'État anglais et contre les taxes. Donc il y a une tradition longue, pas d'impôts, pas d'État, pas de droit et pas de droit du travail. Donc voilà ce que je peux dire, moi, sur l'usage que j'ai fait, en tout cas, de libertarien pour les entreprises californiennes. Je ne sais pas si ça répond ou si ça répond. Oui, c'est éclairant, merci. Ouais. Alors, oui, il y avait Fred que l'on voyait. Il a la réponse à sa question. Voilà, il doit avoir la réponse. C'était la question sur les syndicats, non? Non, c'était sur les libertaires. Ah. Alors, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Il y avait aussi, à propos de la liberté, la question de la surveillance par les pairs qui était évoquée par un des personnes présentes, qui évoquait aussi dans son intervention la disponibilité sans cesse exigée, dont Isabelle parlait tout à l'heure dans son exposé. Bon. Oui, si la personne est encore là. Peut-être elle n'est plus là. Oui. La plupart sont encore là. Hein. Merci de votre présence. Bon. Sur la disponibilité permanente, je suis pas. Les sociologues du travail font le constat qu'on est passé d'une norme et d'une injonction à la disponibilité qui est une forme... bon, alors, il y a des supports techniques à ça depuis 95 environ. Je crois que c'était le BlackBerry pour les cadres qui a fait sauter la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Et puis, c'est un modèle très fort
dans les incubateurs, les startups et le capital risque, où l'un des premiers critères, c'est une disponibilité totale des individus. Et puis, on retrouve ça dans d'autres mondes sociaux du travail, dont je n'ai pas du tout parlé, des mondes, mais dans le modèle, par exemple, du travail à temps partiel imposé, des caissières de supermarchés, on a aussi une forme de domination par la disponibilité. Jusqu'à un certain moment, les caissières ne connaissaient pas leur emploi du temps de la semaine suivante lorsqu'elles étaient sur un contrat à 22 heures. Donc, ça ne permettait pas de cumuler avec un autre emploi ou de s'organiser. Donc, c'est une forme de coercition et de domination très forte. Donc, la disponibilité, comme on voit bien qu'au cours du temps, le contrôle de l'employeur, il y a cette espèce d'asymétrie, en fait, ou de doute de l'employeur sur l'effort et le travail réel de l'employé. Et on voit bien au cours du temps, quand on regarde l'histoire des entreprises et du management, que la façon de contrôler ou de gérer cette asymétrie bouge fortement et emprunte toujours deux voies. C'est-à-dire, soit il y a une question de motivation et de confiance, soit une question de contrainte et de contrôle et de surveillance très proche. Donc voilà pour la disponibilité. On l'a vécu avec le télétravail. Il y a eu deux formes de réaction dans des cultures ou dans des mondes du travail différents. Il y avait des managers qui vérifiaient tout le temps ou qui donnaient plus de travail pour pouvoir voir si la personne était vraiment en train de travailler ou disponible, et d'autres qui, au contraire, ont essayé d'accompagner et d'être dans le care dans une période difficile en réduisant les demandes administratives, notamment auprès des employés. Donc voilà pour la disponibilité comme norme et qui, du coup, est une forme de résistance aujourd'hui parce qu'elle est bien sûr très inégalitaire suivant les travailleurs et travailleuses. Et puis sur la surveillance, je crois que c'est un débat qui est intellectuel et académique et puis concret qui est très engagé aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a un mystère qui est pourquoi les individus aujourd'hui, les livreurs par exemple, ou les vendeuses dans les grands magasins aujourd'hui sont enregistrés. Les livreurs sont sous GPS, sont suivis par GPS. Donc, il y a une forme d'acceptation sociale de la surveillance à distance. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qui m'intrigue. On n'arrive pas à faire passer, par exemple, le thème de la vie privée, de la privacy sur Internet comme prioritaire auprès des individus, parce qu'on accepte une forme de surveillance dans la mesure où on a un sentiment de liberté dans l'activité. Je trouve que dans les terrains ou dans les observations que je peux faire aujourd'hui des mondes du travail, il y a quelque chose auquel les individus ne veulent pas renoncer, c'est ce sentiment d'autonomie du mouvement, du temps et des tâches. Ça a été très bien dit, très bien identifié par le sociologue anglais John Goldorp. John Goldorp a travaillé dans les années 2000 sur une refonte, en fait, pour les statistiques et le système statistique européen des hiérarchies sociales, de prestige social des emplois. L'idée, c'était de sortir des catégories socio-professionnelles, les ouvriers, les employés, etc. Il a mené une enquête forte, qualitative, importante, qui a mené à la construction d'une norme qu'il appelle la norme ESEC, qui devait s'imposer au niveau de l'Europe, qui n'est pas encore arrivée en France. L'INSEE ne l'a pas adoptée, elle a demandé plein de modifications. Et cette norme, en fait, elle était construite sur les emplois les moins prestigieux, les moins valorisés par les individus eux-mêmes. Ils ont fait des tas d'entretiens qualitatifs auprès de tas de professions. Donc, c'était dans leur échantillon, ceux qui venaient tout en bas, ce n'étaient pas les ouvriers, ce n'étaient pas les employés, c'était le travail, l'activité où il n'y avait pas
d'autonomie sur les tâches, sur le temps, et où il y avait une surveillance directe par un chef ou directe à proximité du corps. Et en fait, on retrouve du coup des emplois précaires, hein, indépendants, relativement hauts dans la hiérarchie, parce qu'il y a cette autonomie, de la même chose que les dirigeants, et des emplois classiques, hein, par exemple de certains cadres, relativement bas. En fait, ils ont fait sauter la distinction ouvrier, employé, cadre, etc. Et ils ont une hiérarchie de 9 types de CSP, de catégories socio-professionnelles, en fonction du degré d'autonomie sur ces 3 éléments, la tâche, le temps et la surveillance directe. Donc, ils ont retrouvé ce constat, où ils l'ont démontré, qu'en fait, l'acceptabilité de la surveillance directe avait beaucoup diminué dans la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que les livreurs disent c'est une arnaque, ils se font avoir, parce qu'ils veulent croire au discours de liberté. Ils veulent croire au discours de liberté. Donc c'est là-dessus qu'on a une difficulté, nous sociologues, c'est qu'on ne fera pas revenir l'ensemble des individus à un désir de subordination contre le salariat, et qu'il faut bien trouver des voies pour protéger l'indépendance ou, au contraire, désubordonner le travail salarié. Aujourd'hui, on n'y est pas, hein, puisque la voie qui est choisie par les États de droit, par exemple sur les livreurs Uber ou les livreurs à vélo, c'est de requalifier les contrats de travail en salariat. Alors que les livreurs, en fait, eux-mêmes, vont vous dire qu'ils sont extrêmement contraints par l'application, extrêmement subordonnés. Donc, en fait, la voie, ça serait de récupérer, de rendre transparentes les applications et d'avoir un droit de regard des travailleurs sur l'appli pour pouvoir la transformer. En France, ce qu'on a choisi, on n'a pas requalifié en salariat pour l'instant, on a autorisé les collectifs de livreurs à s'organiser avec une représentation collective. Donc, voilà ce que je peux dire sur disponibilité et surveillance. On a des temps longs en sociologie, on a des phénomènes longs. L'individuation et l'aspiration à une forme d'autonomie au travail, ce sont des temps longs à la Elias, c'est-à-dire des processus longs et constants qui évoluent vers plus d'autonomie, plus d'individuation du travail. Mais on a aussi d'autres phénomènes comme la quantification et la mesure du travail qui sont extrêmement développés et qui permettent… Donc, on est dans une question de rapport de force par rapport à quelles sont les institutions qui vont redistribuer les rapports de force par rapport à ceux qui quantifient le travail et qui le contrôlent en le quantifiant, qui l'individualisent. Voilà. Donc, c'est franchement une question de pouvoir. Aussi dans les entreprises. Moi, je soutiens les tribunes de mes collègues et amis, Olivier Favreau notamment, ou Jean-Philippe Robet, qui disent qu'il faut à tout prix repenser le partage de pouvoir aujourd'hui en entreprise, notamment dans les conseils d'administration, et qu'il faut une représentation des travailleurs dans les conseils d'administration qui puissent voter et faire le contre-pied, les communautés de travail aux actionnaires, puisqu'on voit bien que l'entreprise à mission, ça ne suffit pas. Les actionnaires peuvent mettre Faber à la porte. Le modèle, ce n'est pas une utopie, le modèle existe en Allemagne, il y a 50% de voix qui vont aux communautés, aux salariés. 50%. C'est la codétermination allemande. On n'a pas exactement le même modèle, mais quand on parle de ça en France, on nous renvoie que c'est une utopie complète. Est-ce que vous pourriez repréciser les noms des auteurs qui ont tenté cette alternative au modèle des PCS évoqué tout à l'heure? John Goldorp. Alors, voilà, mais il m'avait semblé qu'il y en avait d'autres. John Goldorp, oui, ça s'écrit G-O-L-D oui. Et H-O-R-P-E. Oui, j'ai cru qu'il y en avait d'autres. D'accord.
Bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, on va peut-être en rester là. Il y a beaucoup de remerciements à lire dans les messages envoyés par les uns et les autres. Des remerciements principalement adressés à Isabelle Bérébi-Hoffmann. Je crois qu'ils sont très largement justifiés. La discussion a été très riche également. On a envie de poursuivre, mais je pense qu'il est raisonnable de peut-être en rester là, non? Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne poursuite à chacun. Ben, merci à vous et merci pour les questions. C'était tout à fait intéressant. À bientôt. Et donc, voilà, nous allons poursuivre en petit cercle privilégié avec Isabelle demain matin grâce à notre rencontre à distance avec notre groupe Arlib. Voilà. Au revoir. Merci à tous. Super intéressant, mais la danse, hein. Oh, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quitter. Ah, déjà, j'arrête la vidéo. Bonne soirée, à demain.